Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'abord de votre accueil. Merci Caroline pour ton introduction. Je suis ravi d'intervenir dans cette assemblée. C'est une très jolie salle, pareil. Et en introduction, peut-être d'essayer de vous donner quelques-uns des éléments clés de ma réflexion actuelle sur les services publics, qui a plein de points de départ en réalité, et militant, ça fait 10 ans avec le collectif de services publics qu'on y travaille, mais qu'on pourrait penser, ou qu'on pourrait prendre par le bout de la définition, parce qu'en fait on parle tout le temps de services publics, et malgré 10 ans d'études, de travail dans les services publics, ou comme haut fonctionnaire, ou à l'ENA, j'ai jamais rencontré de définition qui me semblait satisfaisante des services publics, voire de définition tout court. C'est quoi? Et qu'est-ce qui les différencierait du reste? Est-ce que d'ailleurs on se différencierait le public du privé, le service public du marché, etc. Et donc j'ai fait un peu d'histoire et je vous propose ces éléments de réflexion et notamment d'histoire juridique. Parce que dans le droit public français, la notion de service public est absolument clé. Et elle est clé depuis le début de la Troisième République. Il y a un arrêt célèbre, je ne sais pas si parmi vous certains ou certaines ont fait du droit public, il y a un arrêt célèbre qu'on appelle l'arrêt Blanco, qui a créé le service public. Alors je pourrais en dire beaucoup, j'en dis pas mal dans mon livre, en essayant de ne pas être trop technique, mais c'est très intéressant, c'est que la notion même de service public est reconnue à ce moment-là, en 1873, quand le tribunal des conflits nous dit que ici le service concerné avec un wagonnet qui a renversé une petite fille est un service public, et le service en question c'est une manufacture de tabac. Et donc c'est pas tout à fait évident, on se dit après coup pourquoi cette manufacture de tabac serait un service public, et toute la jurisprudence du Conseil d'État à cette époque essaye de définir une forme de service public par nature. Qu'est-ce qui serait un service public? Le service public, ce serait ce qui serait de nature publique, par opposition à un privé qui serait de nature privée. Nous voilà bien avancé, on n'a toujours pas bien compris. Mais c'est fou parce que c'est écrit comme ça dans les jurisprudences, dans les conclusions, etc. Et un élément frappant, c'est que on a plein de décisions comme ça qui essayent de délimiter le périmètre des services publics historiques. 1873, c'est donc une manufacture de tabac. En 1903, le Conseil d'État reconnaît la chasse à la vipère comme un service public. En 1910, c'est la mise en fourrière des chiens errants et le ramassage des cadavres qui est considéré comme un service public. Mais par contre, en 1916, le Conseil d'État nous dit « Ah, par contre, le théâtre municipal, ça n'est absolument pas possible que ce soit un service public. Parce que ça exalterait, alors c'est un commentaire d'un doyen de droit de la fac de Bordeaux à l'époque, qui nous dit, de meurtre de mémoire, je peux me tromper peut-être, qui nous dit tant mieux, heureusement que le Conseil d'État n'a pas reconnu ce théâtre comme un service public, ce serait revenir au temps de la décadence romaine où on élevait en service public les jeux du cirque. Et donc, il y a ces successions de décisions comme ça qui essayent de tracer qu'est-ce qui est légitime ou qu'est-ce qui n'est pas vraiment légitime, qui soit un service public. Et il y a des revirements. En 1959, un autre arrêt du Conseil d'État dit « Ah, finalement, si c'est possible qu'un théâtre soit un service public, on a changé d'avis un demi-siècle plus tard. » Si je commence par là, cette introduction, c'est que quand on parle service public, on a des idées qui nous viennent en tête. On dit, ah, l'école c'est un service public, l'hôpital c'est un service public. Mais ça n'est pas des services publics par nature. Et il n'y a jamais eu de service public par nature, il y a toujours eu des décisions politiques, à des moments donnés, qu'elles soient légales ou qu'elles soient là, en l'occurrence jurisprudentielles, par le droit public, par les juges, qui ont reconnu tel ou tel secteur comme un service public à un moment donné. Et donc, avant d'être une activité en soi publique, le service public c'est un choix politique. Ça, je pense que c'est un élément clé de la définition et qui nous empêche de reposer sur une définition figée parce que c'est un choix politique, il évolue selon le temps, selon les différentes périodes de l'histoire. C'est un choix politique de quoi? Et je pourrais revenir un tout petit peu en arrière, petite parenthèse, si je commence par la définition, c'est pas comme ça que je commence dans mon livre, mais je pense que c'est la clé de voûte de la réflexion et de bien savoir de quoi on parle. C'est un choix politique de quoi? C'est un choix politique de reconnaître des besoins comme essentiels. Ça, c'est fondamental. C'est
Par exemple, on en a l'illustration à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand dans le préambule de la Constitution de 1946, on reconnaît des droits fondamentaux, on reconnaît le droit à l'instruction tout au long de la vie, par exemple. On reconnaît le droit à une assistance sociale pour toutes les personnes qui habitent, on reconnaît le droit à la santé. Bref, il y a un certain nombre de droits fondamentaux, en fait de besoins qui sont considérés politiquement comme essentiels et donc dont on décide de faire des droits universels. C'est ça le service public, et je pense que c'est important de le comprendre, c'est un besoin essentiel dont on décide de faire un droit universel. Et pour qu'il soit garanti, effectif, on met en place un service public. Comment est-ce qu'on met en place un service public? Troisième critère, on met en place une caisse commune. Impôts, cotisations sociales, je ne détaille pas. Ça ne veut pas forcément dire que le service public est gratuit. D'ailleurs, je ne connais pas de service public qui soit pleinement socialisé, mais par contre, le critère de socialisation des richesses est un élément indispensable de la construction de services publics. Et dernier critère, et pas le moindre, c'est que pourquoi est-ce qu'on met en place cette caisse commune? C'est pour les sortir la réponse à ce besoin qu'on a reconnu comme essentiel du marché. Et cet élément-là, je pense, je voudrais m'y attarder un tout petit peu. Parce que le marché est aussi une modalité de réponse aux besoins de la population. C'est une modalité tout à fait classique qui fait se rencontrer des offreurs de pain, des boulangers, avec des demandeurs de pain, des clients. Et cette rencontre est matérialisée par le prix. Offre et la demande de manière assez schématique. Le service public est aussi un mode de réponse aux besoins, mais qui enlève son caractère fondamental au prix et qui essaye de le remplacer par la logique de droit. On n'a pas accès à la santé ou à l'école parce qu'on en paye le prix, ou pas d'abord pour ça, mais parce qu'on y a droit. Et c'est parce que ce droit est universel, ou on a cette vocation universelle, qu'on décide d'en faire un service public. 4 critères donc, je pense, d'un service public. Un service public, c'est quoi? C'est un choix politique de répondre à des besoins essentiels en dehors du marché par un financement socialisé. Petit point supplémentaire, et je ne voudrais pas l'oublier parce qu'il est clé, si le besoin est essentiel, alors il doit faire l'objet d'un droit universel. Je voudrais m'attarder sur le mot universel, ça veut dire à toutes et à tous, c'est con, mais je préfère le dire. Pourquoi? Parce que c'est la nature du besoin essentiel. Si on a tous besoin de la santé, de l'alimentation, alors on doit tous pouvoir y avoir accès. Il y a cette notion d'égalité qui est clé dans le service public, qui est à la base, puisque le besoin essentiel, c'est une reconnaissance de notre égale humanité que d'y avoir potentiellement tous et toutes accès. En cela, les propositions de plus en plus prégnantes dans le pays de préférence nationale, c'est pas juste une modalité de gestion de la file d'attente. C'est une différenciation des personnes selon un critère, une rupture dans le principe d'égale humanité, et donc c'est une négation même du principe du service public et pas juste une modalité de gestion. Je pense que c'est un point qui mérite d'être dit. Une fois qu'on a dit tout ça, je voudrais insister sur un dernier élément de ce que c'est que le service public à mon sens. Je l'ai dit un peu rapidement, le service public c'est un mode d'organisation. Donc c'est ce mode d'organisation de réponse à des besoins essentiels en dehors du marché avec un financement socialisé. Mais c'est pas que ça. Parce qu'une fois qu'on se dit dans notre société, je voudrais que l'école, la santé soient reconnues comme des besoins essentiels, donc accessibles à toutes et à tous, en dehors du marché par un financement socialisé, et que ça pourrait concerner potentiellement tous les besoins. Alors, on n'a pas juste un mode d'organisation. Moi, je me dis, sortir des besoins essentiels du marché pour les gérer collectivement et les financer ensemble, c'est mon modèle de société. Et donc, c'est un idéal type aussi, le service public. C'est à la fois un mode d'organisation extrêmement concret, qui rencontre la vie quotidienne de tous les membres de la population, parce que tout le monde sait identifier des services publics autour de lui. Mais c'est aussi un projet de société contenu dedans, parce que tous les critères que j'ai énoncés ont une nature progressive, infinie, évolutive. Le principe d'égalité a évolué dans le temps. On a inclus les femmes, on a inclus les anciens esclaves, on a étendu progressivement l'accès des services publics. Le principe d'égalité est un gradient.
C'est pas juste un absolu on-off, on est égaux ou on n'est pas égaux. La gestion démocratique des services publics, le choix politique qu'on fait, est un gradient. Il y a plus ou moins démocratique, mais on n'aura jamais achevé la démocratie. La reconnaissance collective des besoins essentiels est une évolution permanente. Et donc tous ces critères-là sont des combats collectifs qu'on doit poursuivre et qui, je pense, font partie intégrante du sens du service public. Cette définition forcément évolutive vient casser un petit peu un truc qu'on a souvent dans les milieux militants, et moi-même j'en suis pas exempt, c'est ce mythe de l'âge d'or. Le service public c'était mieux avant. L'école c'était mieux avant, l'hôpital c'était mieux avant, la poste c'était mieux avant, etc. Ce mythe de l'âge d'or, je fais aussi dans mon livre un petit historique un peu rapide du service public, c'est un mythe. Il n'a jamais existé. Les services publics n'ont d'abord pas une histoire démocratique, c'est une construction d'en haut. Les premiers services publics, le rail, la poste, sont mis en place sous la Restauration, par la monarchie de Juillet, qui met en place, notamment pour la poste, 35 000 bureaux de poste dans les communes du pays. C'est pas pour que la population puisse s'écrire des lettres à son cousin à l'autre bout de la France. D'abord, en général, ton cousin il n'est pas à l'autre bout de la France à l'époque. Et à la moitié de la population qui ne sait pas écrire. Et donc, à quoi sert la poste? Elle sert à faciliter les commandes des entreprises. À quoi sert le rail? C'est d'abord du fret, mais aussi c'est du transport de soldats. Donc c'est du transport de marchandises et ça sert à la guerre. Une construction d'abord par en haut et ça continue avec la Troisième République. Si la Troisième République met en place l'école publique, c'est certes c'est certes en partie pour une des raisons d'émancipation, d'accès de tous à l'instruction, mais aussi c'est parce qu'il y a une bataille politique fondamentale à l'époque de la République contre la monarchie, et donc on veut mettre la main politiquement sur l'école, la retirer à l'Église. On veut, pour le dire un peu cash, endoctriner de manière républicaine les petits-enfants. Il y a aussi un jeu de pouvoir ici. Le service public est un peu, au moment de la Troisième République, de tous ces arrêts du Conseil d'État que je vous disais, et peut être compris comme une forme d'aggiornamento républicain du logiciel de la noblesse d'État. Elle se met à jour, elle dit « Ah, maintenant c'est la République » et le service public sert à faire cette mise à jour de la noblesse d'État, de l'Empire, vers la République. Un autre mythe qu'on a souvent, c'est des fois on entend ou on lit même dans des tribunes souvent militantes que le service public c'est un des grands acquis du Conseil national de la résistance, prenez le programme de la résistance, du Conseil national de la résistance, cherchez le mot service public. Il n'apparaît pas. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'il y a dedans, il y a un programme de nationalisation, il y a un plan complet de sécurité sociale, mais le terme service public est à l'époque complètement dénué de la charge politique qu'aujourd'hui on l'a attribué, en tout cas suffisamment dénué pour ne pas apparaître dans un document pourtant complètement fondamental politiquement de cette période. Même, dernier exemple, dans les 40 dernières années, où on se dit, tiens, c'est les 40 dernières années un peu de décrépitude de services publics, de new public management, de néolibéralisme, on pourrait revenir sur les notions éventuellement, il y a des progrès fondamentaux qui ont été faits. Pour prendre juste un exemple, il y a 40 ans, il y avait 1 jeune sur 4 qui allait jusqu'au baccalauréat. Aujourd'hui, c'est 4 sur 5. Et donc, tout ce truc de ça craque, c'était mieux avant, etc., faut voir au vu de quoi, et manifestement pas au vu de l'accès d'une partie importante de jeunes au baccalauréat, donc potentiellement aux études supérieures. J'insiste, pourquoi je fais cette histoire-là? Je pense qu'il y a 3 messages politiques que j'aimerais faire passer ou qui me semblent ressortir de cette histoire. Le premier, et je pense que c'est important, c'est que l'histoire démocratique des services publics, elle n'est pas derrière nous. Il ne faudrait pas la retrouver en arrière, elle est probablement devant nous, si on arrive à la faire exister. La deuxième, c'est que l'évolution de tous les critères, je l'ai dit, des services publics, tous sont en évolution. L'égalité, c'est un combat, c'est une évolution permanente, et il y a eu des acceptions différentes de l'égalité dans la société depuis un siècle, et il y en aura encore demain. Troisième élément, c'est qu'on apprécie l'état des services publics qu'au regard de l'évolution des besoins de la population.
Et ces besoins évoluent fortement. Je vous ai parlé là du taux de bacheliers dans la population. Je pense que c'est une manière d'appréhender, pas du tout la seule, mais l'évolution des besoins d'éducation dans les 40 dernières années. Et ces besoins évoluent, ils sont des combats sociaux, ils sont des reconnaissances sociales, et les services publics doivent toujours pouvoir s'y adapter, les reconnaître, les analyser. Et ça les travaille. Les services publics sont à la pointe de la reconnaissance, c'est-à-dire on n'aurait pas été à 4 jeunes sur 5 au bac sans le service public de l'éducation, mais ça travaille fortement le service public d'éducation de savoir comment est-ce qu'on fait, il y a plein de questions que certains d'entre vous, ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, connaissent mieux que moi, on pourra y revenir. Voilà quelques mots d'abord pour commencer sur ce que c'est un service public, leur sens du coup dans la société, ce projet de société qu'ils contiennent en germe, et puis quelques mots de cette histoire qui me semble souvent assez mythifiée. Projet de société, on peut se dire, ok, c'est mignon, dire que le service public c'est un projet de société, mais comment dire que c'est un projet de société quand on voit l'état actuel de l'école, de l'hôpital, les délais de traitement de la justice, le temps d'attente aux urgences ou autre. C'est là aussi un élément majeur. Je pense que définir le service public comme un projet de société, c'est nécessairement refuser le statu quo. Et ça aussi, c'est quelque chose on a à la fois le mythe de l'âge d'or et peut-être en tout cas, on nous prête la tendance au statu quo. Il faut qu'on arrête de défendre le service public. Il faut qu'on embrasse le combat de leur invention. J'allais dire, et j'ai peut-être tendance à dire, peut-être que je le dirais, des fois on dit de leur réinvention, de leur réparation, de leur comme si c'était à refaire et ça avait été mieux avant. Je vais essayer de ne pas trop le dire et je pense qu'il faut qu'on s'en détache. Là aussi, je pense que l'avenir est devant nous. Comment faire c'est là où c'est à la fois ambitieux mais nécessaire. Je pense qu'il faut... c'est un projet de société en germe d'une puissance inouïe, c'est-à-dire qu'on produit déjà 25% de la richesse nationale en dehors du marché. Il faut qu'on se rende compte de ce coin massif qu'on a mis dans le capitalisme au travers du service public. C'est une alternative très très puissante. Mais malgré tout, il faut tout changer. Et c'est peut-être mon dernier point, je vais mettre, je pense, tout changer selon 3 axes. Penser par les besoins, assumer la responsabilité de tous les agents publics et mettre de la démocratie à tous les étages. Penser par le besoin, je voudrais commencer peut-être par une anecdote. À ma sortie de l'ENA, mon premier poste, j'écrivais des rapports pour contrôler le bon usage de l'argent public et ma première, donc on contrôlait une agence et je me souviens encore d'une citation que je remets dans le livre d'une collègue que j'appelle Muriel, qui est une collègue chevronnée, très expérimentée, pas très loin de la retraite, et qui me dit « Arnaud, je suis bien consciente qu'il y a des services publics qui sont à l'os. Peut-être celui-ci que l'on contrôle en fait partie, mais on est la Cour des comptes, on ne peut pas dire ça. » Et je crois que si cette phrase m'a marqué, c'est qu'elle m'est apparue comme l'exemple clé de cet ethos, ou un exemple fort de cet ethos des hauts fonctionnaires, de cette cage de verre dans laquelle on s'autorise à penser. On ne peut pas dire ça parce que ce ne serait pas la ligne ou ce ne serait pas inclus dans la pensée autorisée. C'est quoi cette pensée autorisée ? Pareil, on pourrait développer, mais schématiquement, c'est penser d'abord par les moyens des services publics plutôt que par les besoins. C'est-à-dire on pense le comment, on pense simplification, on pense réduction de coûts. Non plus, on ne pense pas le pourquoi, on ne pense pas à quoi servent les services publics, quel est leur objectif dans la société. Traduction concrète, quand on pense une réforme, on la pense au mieux à moyens constants. Donc la question des moyens n'est jamais une option, voire c'est un objectif. On la pense pour faire des économies. On inverse, la question des moyens financiers devient la finalité et non plus juste une modalité pour pouvoir satisfaire la réponse aux besoins. Je pense je propose un outil. Il y a beaucoup à faire pour penser les services publics par les besoins. Je propose un outil dans ce livre que j'appelle l'échelle politique des besoins.
et qui, je pense, permet de poser des questions un peu clés, un peu démocratiques dans la société qu'on gagnerait à poser de manière beaucoup plus massive. Il faut imaginer une échelle avec 2 barreaux. Donc c'est une petite échelle, ça ne monte pas très haut. On peut aussi se la représenter en couleur comme un drapeau de la Bolivie. Vous connaissez tous ce drapeau de la Bolivie, bien sûr, c'est rouge en haut, jaune au milieu et vert en bas. L'espace en dessous du premier barreau de l'échelle, l'espace vert, c'est l'espace des besoins essentiels. Qu'est-ce qu'un besoin essentiel? C'est celui que l'on définit collectivement comme étant essentiel. C'est un choix politique, d'ailleurs ce choix politique c'est ce premier barreau de l'échelle là. Si le besoin est essentiel, alors il faut qu'on en fasse un droit universel et qu'on mette en place un service public pour y avoir accès. À mon avis, mais c'est que mon avis, l'éducation est un besoin essentiel. Il faut en faire un service public. La santé est un besoin essentiel. Peut-être que le logement devrait pouvoir être un besoin essentiel, il faudrait en faire un service public. L'alimentation, je pense, est un des besoins essentiels, l'eau en est. Il faut qu'il soit accessible à tous, et pour ça, il faut les sortir du marché et en faire un service public. Premier espace, c'est l'espace des besoins essentiels, et ce que l'on va mettre dans cet espace comme type d'activité va varier selon les personnes, et c'est d'ailleurs un des éléments très intéressants de penser les services publics par les besoins, c'est qu'on ne sera pas tous d'accord. On pensera tous qu'on va évaluer les besoins un petit peu de manière différente. Et donc il y a conflit, et donc il y a démocratie possible, il y a discussion politique. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est aussi à remettre au cœur du service public. À l'opposé de cette échelle politique des besoins, vous avez la bande rouge, qui est l'espace des besoins artificiels, donc au-dessus du deuxième barreau de l'échelle. Cet espace, qu'est-ce qu'un besoin artificiel? Là, je m'appuie sur un économiste et un sociologue, Cédric Durand et Razmik Kecheyan, qui définissent un besoin artificiel comme un besoin que l'on ne pourrait pas toutes et tous satisfaire, ou bien dont la satisfaction mettrait en danger l'équilibre planétaire. À mon avis, mais pareil, ça n'est que mon avis, et peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord, et c'est intéressant, les jets privés sont un besoin artificiel. Les SUV sont un besoin artificiel. La fast fashion est un besoin artificiel. Mais il faut en tirer toutes les conséquences. C'est une opinion personnelle, absolument. Mais peut-être que certains diraient que les maisons secondaires sont un besoin artificiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire un besoin artificiel? Et c'est là où il ne faut pas se méprendre. Je pense que le qualifier de besoin artificiel, à ce titre-là, c'est-à-dire on ne pourrait pas tous les remplir ou ça mettrait en danger l'équilibre de la planète, ça devrait emporter des conséquences très puissantes. Ça veut dire qu'il faut faire décroître massivement et probablement rapidement l'usage de ces besoins. Ça veut dire interdire, organiser la décroissance, sortir. C'est pas juste encadrer. Si ça met en danger l'équilibre de la planète, on en tire les conséquences et on en sort. Et puis il y a un espace au milieu qui est l'espace donc jaune dans le drapeau, si vous m'avez suivi, qui est l'espace des besoins qui sont réels. Réels, ça veut dire qu'ils ne sont pas artificiels, tout simplement, mais qui ne sont pas essentiels parce qu'on n'a pas défini ensemble qu'ils étaient essentiels. Et là-dedans, peut-être que les restaurants feraient partie des besoins réels mais non essentiels. C'est l'espace du marché en fait, cet espace-là. Peut-être que les jeux vidéo ne seraient pas tout de suite un service public. Peut-être que le maquillage non plus. Mais encore une fois, il y a match, il y a débat, est essentiel, ce qu'on définit collectivement comme essentiel. Mais c'est l'espace du marché, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être régulé. D'ailleurs, sur une échelle, vous avez 2 barres latérales, donc c'est encadré. Il y a un droit du travail, heureusement, il y a des droits de la concurrence, bref, le marché a des règles, bien entendu. Et c'est un espace qui, je pense, est intéressant parce qu'il peut accroître, permettre d'autres libertés que celles qui sont permises et par les services publics. Ça pose pas mal de questions. Je crois qu'il y a au moins 2 vertus à cette échelle politique des besoins. D'abord, 3. D'abord, elle pose des questions plutôt qu'elle ne donne des réponses. Et je pense qu'elle pose des questions au bon endroit. Qu'est-ce qui est essentiel dans notre société ? Et donc qui devrait être un service public. Et qu'est-ce qui est artificiel, qui devrait décroître, et comment est-ce qu'on régule l'espace du marché. 2, elle propose de répondre à ces questions par la discussion démocratique, c'est-à-dire toute cette échelle-là, ça matérialise une intervention politique collective, mettre en place un service public, faire décroître les besoins artificiels, encadrer le marché.
c'est donner à la démocratie le pouvoir de définir ce qui est essentiel et artificiel dans notre société et non pas le laisser juste au bon soin du marché. Troisième élément, c'est que c'est démocratique et donc on ne sera pas d'accord. Je pense que poser ces questions-là de manière conflictuelle, on a fait des exercices en formation et je trouve que c'est très intéressant. On demande à chacun de remplir des activités et ensuite on en discute même par groupe de 3. Et par groupe de 3 militants, là, si on faisait l'exercice, je vous jure, vous ne seriez pas d'accord. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de formuler des choses, d'en discuter, etc. Bref, je close cette parenthèse qui, pour moi, a aussi une vertu, c'est de se redire c'est quoi le sens du service public ? C'est répondre en commun à des besoins qu'on considère collectivement comme essentiels. De penser les services publics par les besoins, qui est déjà un sacré renversement de notre manière de faire service public. Ça implique deux choses. La première, je pense, c'est d'assumer le rôle actif, le rôle politique de tous les agents publics. On ne pensera pas, on ne mettra pas en place des services publics qui répondent aux besoins de la population sans faire en sorte que les 5,5 millions d'agents publics qui aujourd'hui mettent en œuvre le service public, mais aussi peut-être tous ceux qui travaillent dans les associations qui remplissent des services publics, les entreprises qui remplissent des services publics, sans penser que ces personnes-là ont un rôle déterminant, individuel, dans la reconnaissance des besoins, leur analyse, leur identification auprès de la population qu'ils ont en face d'eux ou dans les services auxquels ils contribuent. Je pense que dans mon livre, je dis sortir de la bureaucratie, on pourra revenir sur la bureaucratie, je dis aussi sortir de l'obéissance. Quand je dis sortir de l'obéissance, ça ne veut pas dire désobéir. Ça veut dire que penser que la binarité, que notre travail c'est ou d'obéir ou de désobéir, c'est une erreur. Je pense que ce n'est pas ça ou quasiment jamais ça notre travail. En fait, notre travail c'est de faire des choix, c'est d'interpréter. L'obéissance, appliquer strictement, doctement des consignes qu'on a sans marge d'interprétation, c'est quoi ? 1% de votre travail ? 2% ? 5% ? C'est epsilonesque. De la même façon, désobéir, qui est un cas de figure prévu par la loi, quand un ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, c'est quoi ? 1, 2, 5% de notre travail, c'est même beaucoup moins probablement, c'est epsilonesque là aussi. Notre travail, c'est jamais d'obéir ou de désobéir. Faut se le représenter, je pense, sur un éventail. C'est les deux barreaux de l'éventail. En fait, notre travail, c'est de faire des choix. C'est d'interpréter, et on a besoin de cette subjectivité, de cette humanité, cette individualité de chaque agent public dans notre travail, ce que, je pense, le Code général de la fonction publique entend par responsabilité. C'est marqué aujourd'hui dans le Code général de la fonction publique, les agents publics, à tous les échelons de la hiérarchie, sont responsables de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Je pense que la responsabilité, c'est cet éventail. C'est ce choix qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas de discussion collective. Au contraire, je pense que la responsabilité d'ailleurs du poids d'un service serait beaucoup trop importante pour des épaules individuelles. Il faut mettre en place des collectifs de travail pour l'exercer correctement. Mais cette responsabilité est indispensable pour bien faire son travail. Encore une fois, sinon il n'y a pas besoin d'agents publics, on remplace tous par des algorithmes et ça produit la déshumanisation des services publics que l'on connaît déjà beaucoup trop. Peut-être une petite parenthèse à cet endroit, parce que donc j'ai parlé du Code général de la fonction publique, du statut. Je pense qu'il y a une vertu importante du statut de la fonction publique qui est que par la sécurité qu'elle donne sur la carrière, elle donne des moyens matériels aux agents publics de dire non. Ça, je crois que c'est une vertu fondamentale. Il ne faut pas se méprendre sur une chose d'abord, le statut ne suffit pas à pouvoir dire non. Et ça, je crois qu'on en est tous et toutes convaincus, c'est pas une condition matérielle, ça se saurait. Si les agents publics mettaient déjà en œuvre, si nous, et je ne veux pas m'en exclure, mettions déjà en œuvre tout l'éventail de notre responsabilité. Je pense c'est là où le collectif intervient, c'est qu'on ne met en œuvre cette responsabilité que soutenue, que discutée collectivement
bien sûr potentiellement des cadres syndicaux, mais potentiellement aussi juste à la machine à café avec des collègues ou en dehors. Il faut qu'on puisse penser collectivement le sens de notre travail, c'est aussi ça la responsabilité. Et paradoxalement, c'est pas forcément parce que il y a syndicats où il y a organisation collective des travailleurs et travailleuses qu'on pense le sens de notre travail. Et là, je crois qu'on a... Ça fait partie de ce que je disais quand je disais il faut arrêter de défendre le service public. Je pense que souvent, on a tendance à se replier sur des aspects très matériels de conditions de travail. Qui sont indispensables. Je ne veux pas du tout minorer leur importance au quotidien dans l'exercice du travail. Mais ça ne suffit pas à faire sens ou à parler de ce qu'on rend comme service aux usagers. Et on voit bien qu'à l'école ou à l'hôpital, par les conditions de travail, c'est à la fois indispensable, mais à la fois pas suffisant pour penser le bien-être des élèves, par exemple, ou la bonne prise en soin des patientes et des patients. Deuxième petit élément de parenthèse sur cette question du statut, je disais indispensable mais pas suffisant, c'est que, à mon sens, ce n'est pas la bonne ligne de clivage dans la société pour parler du service public. Je crois que le pas de côté vers le service public est extrêmement riche. Parce que dans le service public, il y a justement ce sens de répondre en commun aux besoins essentiels de la population. Le statut, c'est une modalité. De la même façon qu'il y a une modalité du statut, un des moyens qui sont l'austérité, serrer les vis, un des moyens du service public, c'est le statut. Mais on n'en fera pas une finalité, on n'embarquera pas les usagers dans une immense défense du statut. J'adorerais, je pense que ce serait hyper intéressant, mais je n'y crois pas. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre collectivement à parler du service public dans des termes qui font jonction entre les citoyennes et les citoyens, les usagères et les usagers, d'une part, et les travailleurs, travailleuses, agents des services publics, d'autre part. C'est un travail, je crois, important, pas facile. Ça nécessite de nous y confronter. Il y aura des frottements, parce qu'il y a des fois des contradictions objectives entre les intérêts des travailleurs et les intérêts des usagers. Les horaires d'ouverture d'une bibliothèque municipale, il y a conflit. Ça ouvre le soir ou le week-end, c'est chiant pour les travailleurs. Objectif. Ça peut être très intéressant pour les enfants ou les jeunes ou les étudiants qui viennent y travailler. Il y a des conflits, il faut pouvoir s'y frotter. Et je pense que si nous on ne le fait pas, alors on prête le flanc à ce qu'on oppose dans les discours politiques et en réalité les intérêts des usagers à ceux des travailleurs au détriment du service public que l'on défend tous. Dire c'est tous des feignants, il faut tous les virer, ou ces usagers relous et agressifs, finalement fermons les rendez-vous, ça se passera mieux en ligne. Ces oppositions-là, je crois, sont déjà en germe, sont délétères pour le service public et impliquent de notre part des réflexions probablement beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus questionnantes aussi sur nos modalités d'action, modalités de travail, nos modalités de revendication. Dernier élément, mais qui est directement en lien avec ça, je disais 3 éléments de renversement des services publics. Je disais, faut tout changer. 1, penser par les besoins. 2, s'approprier le rôle actif politique des agents publics. 3, mettre de la démocratie à tous les étages. La démocratie à tous les étages, ça part d'un présupposé simple, c'est que les agents publics n'auront pas raison tout seuls. Et donc on a besoin d'organiser la discussion dans les services publics entre les agents et les usagers. Ça part d'un deuxième présupposé, et qui est assez intéressant, qui questionne la forme de notre démocratie, c'est que l'intérêt général ne ruisselle pas. Il y a beaucoup d'autres trucs qui ne ruissellent pas, l'intérêt général ne ruisselle pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas déterminé une fois tous les 5 ans par une élection qui va élire un Jean-Michel à l'Élysée, qui ensuite va nommer des ministres, qui vont nommer des chefs d'administration, qui vont nommer des gens, et comme ça, par la magie du ruissellement, l'ordre hiérarchique deviendra l'intérêt général. C'est con dit comme ça. Pourtant, c'est exactement ce qu'il y a d'implicite dans l'idée de l'agent est neutre, obéit. Et c'est cette démocratie très délégataire et qui trouverait
sa seule expression possible dans une démocratie représentative, dans une délégation du pouvoir pour un moment donné. C'est pas à vous que je vais expliquer que ça n'est pas le cas, mais c'est pas pour autant que... Mais si on va un petit peu jusqu'au bout, c'est-à-dire une fois qu'on constate que ça ne marche pas comme ça, que par ailleurs à tous les niveaux de la hiérarchie des agents publics font des choix, qu'on en assume ou non la portée politique, on décide, on choisit, on interprète, c'est le quotidien de notre travail. Alors, une fois qu'on constate ça, il faut qu'on puisse se dire mais comment ces choix on rend des comptes dessus. Comment est-ce qu'on organise la démocratie à tous les échelons des services publics. Et là-dessus, en fait, il faut constater qu'on a, par le passé, toujours été beaucoup plus imaginatif qu'on est aujourd'hui dans les modalités d'organisation de la démocratie dans le service public. Peu après 1789, dans la justice, on a mis en place des jurys d'assises. C'est-à-dire qu'on a tiré au sort des citoyens, il n'y avait pas de citoyennes à l'époque, et on leur a donné un pouvoir, donc qui était excessif aussi, puisqu'il incluait la peine de mort, de juger les crimes et les délits les plus graves. C'est une forme de démocratie. Il y a des gens, il y a du pouvoir sur une gestion directe d'un service public. En 1945, à la généralisation de la sécurité sociale, on propose une autre modalité de démocratie. Cette fois, c'est des caisses dans lesquelles il va y avoir des élus principalement syndicaux mutualistes qui vont gérer ensemble cette nouvelle forme de service public. En 81, enfin plutôt un peu après, 82, les lois de décentralisation, on met en place justement la décentralisation, on mime la démocratie représentative à une échelle territoriale pour donner du pouvoir à des citoyens. Mais c'est qu'une modalité parmi d'autres. On a tendance à ne penser aujourd'hui la démocratisation des services publics que comme à quelle bonne échelle on va gérer. Est-ce que ça va être les départements, les régions, les intercos, les communes? Personne n'y comprend rien, les élus les premiers. Il faut qu'on arrête de penser de la démocratie des services publics justement juste en termes de décentralisation et qu'on pense par l'origine de ce que c'est, donner du pouvoir à des gens. Et on peut faire plein de trucs très intéressants, mais je pense qu'il faut penser le pouvoir. Et si on pense un exemple dans l'école que je trouve peut-être bateau, mais très représentatif et je pense très symptomatique de comment notre démocratie est catastrophiquement pensée, c'est les élections des délégués de classe. C'est nul. Pardon, mais ça a quelle signification? C'est un exercice plébiscite sur des critères de popularité pour un pouvoir complètement, d'abord, pas tout à fait insignifiant, mais complètement inconnu. Un rendu de compte assez nul. Merci pour les applaudissements. Mais c'est bête, mais c'est comme ça que pendant quasiment 18 ans, on éduque les gosses à ça va être quoi la démocratie? Comment vous voulez que ça donne quelque chose d'intelligent pour les élections de la présidence de la République après? Donc pensons, quel est le pouvoir que l'on donne aux gens et pensons les modalités de représentation. Et on va arriver à des trucs beaucoup plus intéressants. Dans la police, j'ai pas le bon exemple à l'école, aidez-moi, je sais pas ce qu'il faut en faire, mais il faut faire quelque chose d'autre. Le commissaire, on est à Bagnolet, je pense que si j'imagine ils sont juste en dessous. Bonjour monsieur le commissaire, j'ai une proposition pour vous. Je propose que désormais votre évaluation annuelle soit gérée par une commission tirée au sort de personnes, de citoyennes et de citoyens qui viennent de tous les quartiers de la ville. Je pense que demain, si on fait ça, on n'a pas exactement la même politique de sécurité publique à Bagnolet. Et c'est pas une question de qui est le commissaire, c'est une question de modalité matérielle, pratique, d'organisation du pouvoir au sein, là en l'occurrence, du service public de la sécurité. Et on peut être beaucoup plus imaginatif. Le tirage au sort, ça marche, mais ça marche pas partout. Il y a plein de domaines dans lesquels c'est pas du tout applicable. Et je pense qu'il y a ici un domaine massif pour expérimenter plein de trucs. On va se planter des fois, on va réussir à d'autres. Ce sera peut-être pas partout la même chose, mais on a besoin de donner du pouvoir aux citoyens. Pour quelles raisons? Parce que si les services publics doivent répondre aux besoins de la population, alors il faut que la population soit aux premières loges de la définition, de l'analyse ou du rendu de compte sur l'exercice de ce service public.
Donc je ramasse ce propos de tout changer en 3 éléments, c'est-à-dire il faut qu'on pense les services publics pour les besoins. Et pour ça, on a besoin de combats collectifs, de rapports de force pour définir quels sont les besoins essentiels ou artificiels dans notre société. On a besoin d'assumer le rôle actif et politique des agents publics. Et pour ça, on a besoin de mettre en place des collectifs à tous les niveaux des services publics. Et on a besoin de mettre de la démocratie à tous les étages. Et pour ça, il faut qu'on expérimente partout des modalités et qu'on essaye d'inventer celles qui fonctionneront un petit peu mieux. Ce ne sera jamais parfait. Et on changera et on fera un petit peu mieux la fois d'après. Je pense que ces trois chantiers-là sont indispensables, encore une fois, parce que le statu quo est intenable. Mais aussi parce que le service public, c'est, je crois, une alternative, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais vraiment conclure par ça, c'est une alternative massive aux dérives actuelles de la logique d'accumulation portée par le marché, du capitalisme. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est cette logique d'accumulation qui, qui nous promet la croissance, une croissance qui s'étiole de décennie en décennie depuis 40 ou 50 ans, qui, pour poursuivre la croissance, nous emmène toujours plus loin dans le mur de la casse des acquis, des conquêtes sociales, des services publics d'une part, de la casse de la planète d'autre part. Et d'ailleurs, pour poursuivre cette logique de concurrence qui nous amènerait la croissance, etc., donc c'est pour ça qu'on casse les conquêtes sociales, mais cette logique de concurrence-là, les principaux prédateurs du marché en sont déjà sortis et commencent non pas à respecter ou à assurer la concurrence pure et parfaite, mais à reconstituer des monopoles, à essayer de bloquer les mers, d'assurer la prédation sur des ressources naturelles, y compris par la guerre. C'est-à-dire qu'on est sorti de ce monde de la concurrence, que d'autres comme Arnaud Orin ont analysé comme cette étape du capitalisme, comme un capitalisme de la finitude. Et je crois que c'est aujourd'hui le mur dans lequel nous emmène le fait que nos besoins, y compris essentiels, sont assurés par le marché. Pour satisfaire plus de besoins, on a besoin d'accumuler. Et donc, c'est cette logique d'accumulation qui nous emmène dans le mur. Le service public propose une logique de progrès social qui est alternative à ça. Elle propose une logique de progrès comme l'extension des droits et besoins essentiels de toutes et tous, qui est une logique non concurrentielle, non cumulative. Ça ne fait pas de mal à la planète que d'accumuler des droits, des besoins essentiels. En tout cas, tout dépend de comment on les définit, mais je pense que c'est un élément essentiel. Et pour autant nous donne un vrai horizon de progrès très puissant. Je crois qu'on ne comprend jamais aussi bien un horizon de progrès qui est déjà approprié par les mouvements sociaux. Quand on parle de service public de l'alimentation, quand on parle de service public du logement, service public de la petite enfance, en fait, on ne comprend jamais aussi bien le sens du service public que quand on parle des services publics qui n'existent pas ou pas encore. Parce que ça dit gestion collective et accès à toutes et à tous de l'alimentation, du logement, de la petite enfance. Quand on parle de ces services publics qui n'existent pas encore, on en retrouve, on en trouve le sens, je pense, un peu fort et fondamental dans la société. On voit dans la période, et c'est d'ailleurs par là que je commence mon livre, monter l'extrême droite. Monter les gouvernements autoritaires un peu partout dans le monde. C'était hier en Hongrie, c'est aujourd'hui en Argentine, en Italie, aux États-Unis. Ces gouvernements autoritaires ont une cible fondamentale quand ils arrivent au pouvoir, c'est le service public. C'est le service public, pas tant parce que c'est un marché potentiel pour leurs copains, c'est d'ailleurs pas toujours, ou pas principalement à la santé ou à l'éducation, qui sont des gros marchés qu'ils s'attaquent, mais c'est d'abord à la justice, à la recherche, aux médias publics quand ils existent, à tous les services publics qui sont les conditions de la démocratie. Ils s'attaquent aux services publics parce que c'est la possibilité d'un pouvoir collectif qui leur est devenu de plus en plus insupportable. Je crois qu'en cela, c'est presque comme s'ils avaient un peu mieux compris que nous, collectivement, la puissance du service public. C'est celle-là qu'il faut se réapproprier. C'est le sens de mon livre. Je pense, ce sera le service public ou la barbarie. Donc, au boulot.